Croyez-vous au karma? Je veux dire vraiment, profondément croire que l'univers a une façon de régler ses comptes. Que les arrogants, les cupides, les personnes qui traversent la vie convaincus d'être toujours les plus intelligentes dans la pièce, finissent inévitablement par rencontrer la situation qu'elles n'ont pas vue venir, l'adversaire qu'elles ont complètement sous-estimé. Moi, j'y crois. Pas dans un sens mystique, pas avec de l'encens et des bougies, mais dans le sens très pratique et très humain que les qualités qui rendent certaines personnes invincibles à leurs propres yeux sont souvent exactement les mêmes qualités qui les rendent catastrophiquement aveugles. Aujourd'hui, je veux vous raconter l'histoire de Richard Calloway. 53 ans, cadre supérieur dans une société de capital investissement à Manhattan. Un homme qui avait passé 3 décennies à avoir raison sur presque tout, sur les marchés, sur les affaires, sur les gens, et qui en était venu à confondre ce bilan avec une forme de supériorité permanente et inconditionnelle. Un homme qui croyait, jusqu'au fond de ses os, qu'il était exceptionnel, que les règles qui gouvernaient les gens ordinaires n'étaient que des suggestions pour quelqu'un comme lui, qu'il pouvait regarder n'importe quelle situation et la lire correctement, parce qu'il l'avait toujours fait. Il avait tort exactement une fois, et cela lui coûta tout. Mais avant d'en arriver à la fin, et je vous promets que la fin vaut chaque instant le patience, nous devons comprendre qui était Richard et qui était Eleanor, et à quoi ressemble 30 ans de mariage quand l'une des personnes qui le composent a été discrètement attentive d'une façon que l'autre n'a jamais remarquée. Richard avait grandi dans le Connecticut, fils d'un avocat prospère, élevé dans la confiance spécifique d'un homme qui n'a jamais été véritablement humilié. Il était intelligent, genuinement intelligent, c'est important à préciser, parce que cela comptait dans la façon dont tout s'est déroulé. Ce n'était pas un imbécile. Il n'était pas imprudent dans le sens ordinaire du terme. Dans sa vie professionnelle, il était méticuleux, perspicace et difficile à manœuvrer. Il avait construit des choses réelles. Il avait gagné de l'argent réel. La société où il travaillait portait, en partie, son nom. Mais l'intelligence et la sagesse ne sont pas la même chose. Et Richard avait passé 53 ans à accumuler l'une sans acquisition significative de l'autre. Eleanor était sa femme depuis 1993. Ils s'étaient rencontrés dans la mi-vingtaine, quand Richard débutait sa carrière et qu'Eleanor travaillait comme analyste financière dans une petite société d'investissement de la ville. Elle était silencieuse de la façon dont les personnes très observatrices sont souvent silencieuses. Non pas parce qu'elle n'avait rien à dire, mais parce qu'elle écoutait presque toujours avec plus d'attention que les gens autour d'elle ne le réalisaient. Elle avait un esprit pour les chiffres qui était, à sa façon, aussi aiguisé que celui de Richard, bien que Richard eût depuis longtemps cessé de le remarquer. À la manière des hommes qui épousent des femmes capables et qui cessent progressivement de voir cette capacité. Au cours de 30 ans, Eleanor avait fait ce que beaucoup de femmes de sa génération et de sa situation avaient fait. Elle avait orienté ses ambitions professionnelles autour du mariage, du foyer, des enfants qui étaient venus, avaient grandi et étaient finalement partis. Elle ne s'était pas effacée dans ce rôle. Elle était restée, pour quiconque y prêtait attention, une femme d'une intelligence et d'une précision organisationnelle considérables. Mais Richard avait cessé de prêter attention à Eleanor quelque part vers la 15e année de leur mariage, ce qui signifie qu'il avait cessé de la voir comme quelqu'un qui pourrait le surprendre, et s'était installé dans l'hypothèse confortable qu'elle était simplement là, de la façon dont les meubles sont là, présente, fonctionnelle, peu remarquable. C'était sa première erreur. C'était aussi, en fin de compte, sa dernière. En 2021, Richard s'ennuyait. C'est le mot qu'il aurait utilisé, s'il avait été honnête avec lui-même, ce qu'il était rarement. Ennuyé par le mariage. Ennuyé par la prévisibilité des soirées dans l'appartement de l'Upper East Side, par les dîners qui suivaient les mêmes rythmes qu'il suivait depuis une décennie, par une femme dont il avait décidé qu'il la connaissait déjà complètement. Il était aussi, bien qu'il ne l'aurait pas formulé ainsi, effrayé. Effrayé d'avoir 53 ans. Effrayé de l'invisibilité particulière qui arrive pour les hommes d'un certain âge,
car la validation professionnelle commence à sembler insuffisante, car le reflet dans le miroir nécessite une négociation plus active qu'autrefois. Il commença à naviguer en ligne. Pas immédiatement avec une intention spécifique, de la façon dont les gens naviguent quand ils sont agités et mécontents, et cherchent quelque chose qu'ils ne peuvent pas précisément nommer. Il trouva, par des canaux qu'il avait pris soin de garder privés, une plateforme qui répondait à ce que son marketing décrivait comme des connexions sophistiquées pour des individus exigeants, c'est-à-dire un site de rencontre en ligne exclusif et coûteux, utilisé principalement par des hommes aisés à la recherche de femmes significativement plus jeunes. Il créa un profil sous une variante de son nom, en utilisant une photographie prise plusieurs années auparavant, à un angle qui le flattait. Il paya l'abonnement premium sans hésitation. Le montant était dérisoire selon ses standards, et les fonctionnalités de confidentialité qu'il achetait lui semblaient, à lui, complètes. Il avait tort là aussi, bien sûr, mais nous y viendrons. Le profil était actif depuis 3 semaines quand Isabella apparut. Elle prit contact la première, ce que Richard nota avec satisfaction. Sa photo de profil montrait une femme dans la mi-vingtaine, aux cheveux sombres, d'une beauté saisissante de la façon spécifique qui arrêtait le regard et le retenait. Son profil la décrivait comme mannequin, originaire de Milan, partageant actuellement son temps entre Miami et New York. Ses messages étaient chaleureux, mais pas désespérés. Intéressés, mais sélectifs, d'une façon qui fit ressentir à Richard, dès le premier échange, qu'il avait été choisi plutôt que simplement trouvé. Avez-vous jamais regardé quelqu'un marcher dans un piège qui avait été construit spécifiquement pour lui, conçu autour de sa forme précise, de son poids spécifique, de sa façon particulière de se déplacer? C'est ce qui arrivait à Richard Calloway dès le tout premier message. Mais il ne pouvait pas le voir. Il était dedans. Et le piège était indiscernable d'un rêve. Leur correspondance commença en octobre 2021. Elle fut, dans ses premières étapes, conduite avec une retenue que Richard trouva exaspérante de la façon la plus agréable qui soit. Isabella ne se précipitait pas. Elle s'intéressait à lui, à son travail, à ses pensées sur les marchés, à ses opinions sur des endroits qu'elle prétendait avoir visités. Elle était curieuse et engagée, et elle posait de bonnes questions, ce que Richard trouvait plus flatteur que n'importe quel compliment, parce qu'une bonne question implique que la réponse vaut la peine d'être entendue. Au cours des premières semaines, les conversations devinrent plus longues et plus fréquentes. Isabella commença à apparaître dans ses pensées pendant la journée de travail, ce que Richard reconnut comme le signe que quelque chose de significatif se passait, et qu'il accueillit de la façon d'un homme qui a été engourdi depuis assez longtemps pour que toute sensation ressemble à une preuve de vie. En décembre, ils échangeaient des messages tous les jours. En janvier, ils avaient progressé vers un niveau de confidence personnelle que Richard n'avait pas connu depuis des années, peut-être des décennies, certainement pas dans le mariage, qui s'était depuis longtemps installé dans le silence particulier de 2 personnes qui ont cessé de se dire des choses. Il confia à Isabella des choses sur lui-même qu'il n'avait jamais articulées à une autre personne. Ses peurs concernant le vieillissement, son sentiment d'avoir construit quelque chose d'impressionnant, mais pas quelque chose de significatif. Son désir de... Et ici, ces messages devenaient presque embarrassants dans leur sincérité. Passion. Le sentiment spécifique et électrique d'être désiré par quelqu'un qui le voyait vraiment. Isabella fournit tout cela avec une cohérence remarquable. Ces messages arrivaient au bon moment. Ils étaient chaleureux quand la chaleur était nécessaire et taquins quand la légèreté servait. Elle référençait des choses qu'il avait dites des semaines plus tôt. Elle semblait, à tous égards mesurables, être exactement ce qu'elle prétendait être. Une jeune femme belle qui avait, contre toute probabilité raisonnable, développé des sentiments genuins pour un cadre supérieur de 53 ans à Manhattan. Les appels vidéo, cependant. Il y avait toujours une raison. Une mauvaise connexion. Un conflit d'horaires soudain. Une situation avec un photographe avec lequel elle travaillait qui rendait le moment impossible. Richard insistait,
doucement au début, puis avec une insistance croissante. Et Isabella était toujours désolée et avait toujours une explication spécifique et plausible, suivie d'un renouveau de chaleur qui faisait dissoudre la frustration. Il se racontait des histoires à ce sujet. Les hommes qui veulent croire quelque chose suffisamment fort sont des architectes stupéfiants de la justification. Peut-être était-elle timide devant la caméra. Peut-être se protégeait-elle de la façon raisonnable d'une jeune femme naviguant l'attention d'hommes plus âgés en ligne. Peut-être que les problèmes de connexion étaient réels. La technologie était peu fiable. Il le savait. Il avait, à ce stade, suffisamment investi émotionnellement pour que l'explication alternative, que quelque chose n'était pas ce qu'il semblait, soit une pensée à laquelle il s'approchait et dont il s'éloignait rapidement, de la façon dont on s'éloigne d'une porte qu'on ne souhaite pas ouvrir. Au printemps 2022, la relation avait atteint le stade qu'Isabella décrivait, dans un langage que Richard trouvait à la fois émouvant et enivrant, comme un carrefour. Elle s'était vue offrir une opportunité, une chance de s'établir quelque part de façon permanente, de mettre fin à la vie transiente, épuisante du mannequinat, de construire quelque chose de réel. Mais les choses réelles nécessitaient des fondations réelles. Et elle disait cela avec ce qui se lisait comme une vulnérabilité à laquelle elle n'était pas habituée, en venue à sentir que Richard était la personne avec laquelle elle voulait construire cela. Elle avait trouvé une propriété à Miami, une maison, pas grande, disait-elle, mais belle, le genre d'endroit où elle pourrait enfin cesser de bouger. Le prix était $1,200,000. Richard vira l'argent en 1 semaine. Il se dit que c'était un investissement. Il se dit que c'était ce que l'on faisait quand on était sérieux à propos de quelque chose. Il se dit qu'un homme de ses ressources, faisant ce genre de geste, n'était pas de l'imprudence, mais de l'engagement, et que la distinction importait. Il déplaça les fonds depuis un compte commercial commun qu'il partageait avec Eleanor, l'un de plusieurs de ces comptes liés à des entreprises qu'ils avaient construites ensemble au fil des années, vers un compte intermédiaire, et de là vers le compte offshore qu'Isabella avait fourni dans des détails précis et soigneux. Le nom d'Eleanor figurait sur ses comptes commerciaux. Eleanor examinait ses comptes, comme elle les avait toujours examinés, dans le cadre de la gestion financière qui avait fait partie de sa contribution à leur vie commune pendant 30 ans. Eleanor remarqua le virement. Elle ne dit rien. « C'est le moment sur lequel j'ai besoin que vous vous arrêtiez vraiment. Parce que c'est là que l'histoire que vous croyez entendre se révèle être une histoire complètement différente. » Eleanor remarqua $1,200,000 quittait un compte commun au printemps 2022. Elle ne dit rien à Richard. Elle ne le confronta pas. Elle n'appela pas un avocat. Elle ne changea pas son comportement d'une façon que Richard aurait remarqué, ce qui signifie qu'elle resta, à sa perception totale, exactement la femme peu remarquable, familière et invisible qu'elle avait été pendant des années. Ce qu'elle fit à la place, c'est ouvrir un ordinateur portable. Eleanor avait suspecté que quelque chose n'allait pas plusieurs mois avant que l'argent ne bouge. Pas une suspicion spécifique, pas avec des preuves. Juste la vigilance particulière de quelqu'un qui a prêté une attention soutenue à une autre personne pendant 30 ans et a remarqué un changement dans la qualité de sa distraction. La lumière spécifique dans ses yeux quand il regardait son téléphone. La façon dont il inclinait l'écran. Le nouveau mot de passe sur l'ordinateur portable personnel qu'il avait toujours laissé ouvert sur le bureau du cabinet de travail. Elle n'avait pas besoin d'accéder à l'ordinateur portable. Elle avait déjà accès au compte de messagerie qu'il avait créé pour la correspondance d'Isabella, parce qu'Eleanor avait créé ce compte de messagerie. Elle le trouvait le profil du site de rencontre dans la semaine suivant sa création par Richard, par des méthodes qui n'étaient pas dramatiques, mais étaient méthodiques. Elle avait toujours eu les mots de passe des comptes du foyer. Elle connaissait ses habitudes. Et elle était, comme elle l'avait toujours été, plus attentive qu'il ne lui en donnait le crédit. Elle avait lu son premier message à Isabella avant qu'Isabella n'existe. Et puis, elle était devenue Isabella. Avez-vous jamais entendu parler de quelque chose d'aussi audacieux,
de si parfaitement construit, de si précisément calibré à la forme exacte de l'ego d'une autre personne, que votre première réaction n'est pas la stupeur, mais une sorte d'admiration? C'est la seule réponse appropriée à ce qu'Eleanor fit ensuite. Elle devint, avec une cohérence et un art qui nécessitèrent 18 mois de performance quotidienne soutenue, la femme exacte que la solitude et la vanité de Richard attendaient. Chaque message, chaque appel vidéo retardé, chaque escarade soigneuse de l'intimité, chaque référence aux conversations précédentes, chaque moment de vulnérabilité apparente, chaque déclaration qui avait fait ressentir à Richard, pour la première fois depuis des années, qu'il était pleinement et passionnément vivant. Tout cela était Eleanor. Assise, très probablement, dans l'appartement de l'Upper East Side pendant que Richard était au travail, ou à la table de la cuisine après qu'il s'était couché, composant des messages avec la même précision financière qu'elle avait toujours apportée au compte qu'il avait depuis longtemps cessé de remarquer qu'elle gérait. La propriété de Miami d'1,2 million fut achetée au nom d'Eleanor par le biais d'une structure juridique qu'elle avait construite avec un avocat qu'elle avait mandaté séparément, payant les honoraires depuis un compte personnel que Richard ne savait pas qu'elle maintenait depuis les premières années du mariage. Les voitures. 2 véhicules de luxe pour lesquels Richard avait viré de l'argent au cours des mois suivants. Des cadeaux à la femme pour laquelle il planifiait de quitter sa femme. Étaient structurés de façon similaire. Chaque virement que Richard effectuait vers le compte offshore d'Isabella était légalement acheminé à travers des couches qu'Eleanor avait construites soigneusement et avec des conseils professionnels vers des comptes qui lui appartenaient. Au moment où Richard fit ses bagages en septembre 2023, Eleanor avait reçu, par le biais du personnage d'Isabella, un peu plus de 2 millions d'euros. Elle avait passé environ 18 mois à devenir une femme dont son mari était éperdument amoureux, et elle l'avait fait tout en vivant dans le même appartement, dormant dans le même lit, s'asseyant en face de lui à la même table de salle à manger où elle attendait maintenant. Richard descendit avec ses bagages. Il avait répété ce moment. Il avait réfléchi à ce qu'il dirait et comment il le dirait, et s'était préparé aux larmes, aux supplications, à la scène qu'il supposait accompagner la fin d'un mariage de 30 ans. Il tenait les papiers du divorce dans sa main. Eleanor était à la table de la salle à manger. Il y avait un verre de vin devant elle. Elle semblait, aux yeux de Richard, calme d'une façon qu'il attribua à l'ignorance. Elle ne savait pas encore, pensa-t-il, et c'est l'annonce qui serait la partie difficile. Elle fit glisser un dossier sur la table avant qu'il puisse parler. Imaginez la qualité spécifique de ce silence. Le dossier atterrissant devant lui. Son épaisseur. Richard posant ses bagages parce que quelque chose dans l'expression d'Eleanor avait communiqué, sans aucun mot, qu'il devait les poser. Il ouvrit le dossier. Chaque message, chaque déclaration, chaque virement bancaire, chacun documenté avec la date, le montant et le compte de destination. Chaque cadeau croisé avec les relevés du compte offshore. L'acte de propriété de la maison de Miami. Les documents d'immatriculation des véhicules. Tout organisé avec la précision financière de quelqu'un qui avait passé sa carrière à gérer des comptes et avait apporté toutes les compétences qu'elle possédait à la construction de ce document particulier. Richard regarda les papiers. Il regarda Eleanor. Il regarda à nouveau les papiers. Eleanor le lui expliqua sur le ton calme et informatif de quelqu'un qui guide un client à travers un relevé financier. Elle lui dit quand elle avait d'abord suspecté quelque chose. Elle lui dit comment elle avait trouvé le profil. Elle lui dit quand elle était devenue Isabella, et elle décrivit, avec une spécificité que j'imagine avoir été exquise dans sa cruauté, certains moments de leur correspondance qui avaient été particulièrement instructifs concernant ce qu'il pensait d'elle, de leur mariage, de la femme qu'il avait passé 2 ans à adorer depuis l'autre côté d'une table de cuisine sans reconnaître sa voix. Elle lui dit que chaque euro qu'il avait envoyé à Isabella avait été légalement reçu comme un cadeau volontaire et était maintenant détenu dans des comptes auxquels il n'avait pas accès légal et aucune créance légale,
parce que Richard avait donné l'argent librement et avec enthousiasme à un personnage, et l'infrastructure juridique du personnage avait été construite par Eleanor et son avocat pour être exactement ce qu'elle semblait être, un individu distinct recevant des cadeaux d'un donateur consentant. Elle lui dit qu'elle avait parlé avec leur avocat spécialisé en divorce, puis elle fit glisser le deuxième dossier sur la table. Avez-vous jamais essayé d'imaginer ce que l'on ressent à se faire décrire en détail complet l'architecture de sa propre arrogance, dans la voix de la personne qu'on a le plus sous-estimée, dans la pièce où l'on a vécu sa vie secrète pendant qu'elle était assise à 4 murs de là et connaissait chaque mot? J'ai essayé de l'imaginer. Je ne peux pas aller jusqu'au bout. Je pense que l'approximation la plus proche est l'horreur spécifique d'une personne qui vient de comprendre, tout d'un coup, la portée totale de sa propre cécité. Richard avait déplacé 2 millions depuis leur compte commun. Ces comptes étaient aussi ceux d'Eleanor, et les virements avaient été effectués sans son consentement, ce qui signifiait que le tableau juridique n'était pas celui que les avocats de Richard trouvaient encourageant. Les 2 millions, maintenant dans les comptes d'Eleanor, lui appartenaient légalement. Ce qui restait dans les comptes communs et dans les avoirs personnels de Richard était soumis à la procédure de divorce, dans laquelle Eleanor avait droit à la moitié. Son avocat avait travaillé sur la documentation des actifs depuis plus d'1 an. L'avocat de Richard, qui l'appela depuis la table de la salle à manger pendant qu'Eleanor restait assise avec son vin, lui dit dans les 20 minutes suivant l'examen des informations préliminaires que la situation était exactement aussi mauvaise qu'elle semblait, et peut-être pire, parce que les transactions Isabella, lorsqu'elles seraient examinées, ne se liraient pas comme un vol ou un détournement du point de vue de Richard. Elles se liraient comme des virements volontaires, ce qu'elles étaient, ce qui est précisément pourquoi Eleanor les avait fait de cette façon. Richard avait donné 2 millions à la femme qu'il aimait. Cette femme était sa femme. Sa femme avait reçu et sécurisé légalement l'argent. Sa femme était maintenant en train de divorcer de lui et prenait la moitié de ce qui restait. L'homme qui avait passé 53 ans à être la personne la plus intelligente dans la pièce s'assit à sa table de salle à manger et comprit, d'une façon pour laquelle aucune expérience précédente ne l'avait préparé, ce que c'était que d'avoir été complètement et parfaitement battu à son propre jeu. Le divorce fut finalisé au printemps 2024. Eleanor reçut sa moitié des actifs matrimoniaux restants, ce qui, combiné aux 2 millions qu'elle avait déjà sécurisés, la laissait, par tout calcul raisonnable, dans une position financière significativement meilleure que Richard. Elle acheta une propriété, pas à Miami, elle avait toujours préféré le Nord-Est, et s'y installa avec une discrétion qui correspondait à chaque autre aspect de la façon dont elle avait géré les 2 années précédentes. Richard conserva assez pour ne pas être techniquement sans ressources, mais la combinaison des virements Isabella et du règlement du divorce le laissait dans une position qui aurait été méconnaissable pour l'homme qui avait effectué ce premier virement au printemps 2022. La société restructura son rôle. L'appartement de l'Upper East Side fut vendu dans le cadre du règlement. Le monde social particulier d'un cadre supérieur de Manhattan est un monde qui se rétrécit très rapidement quand le succès devient ambigu et que le mariage se termine dans des circonstances dont, éventuellement, les gens entendent parler. Il était, dans les sens les plus importants, seul. Sans le mariage qu'il avait tenu pour acquis. Sans l'argent qu'il avait déplacé avec une telle impunité confiante. Sans la femme qu'il avait passé 2 ans à adorer, parce que cette femme n'avait jamais existé, et la femme qu'il avait si magistralement incarnée ne faisait plus partie de sa vie sous aucune forme. Je veux dire quelque chose à propos d'Eleanor avant de vous laisser avec cette histoire. Ce qu'Eleanor a fait n'était pas simple. Ce n'était pas, malgré la satisfaction qu'elle procure en tant que récit, une chose facile à exécuter ou à soutenir. 18 mois de performance quotidienne, d'écrire des lettres d'amour à votre mari depuis une fausse identité, de le regarder tomber amoureux d'une version de vous qu'il ne pouvait pas voir. Ce n'est pas une entreprise sans douleur. Il y a du deuil là-dedans. Il y a le deuil spécifique et terrible de la confirmation,
de regarder la personne avec qui vous êtes marié depuis 30 ans révéler, message par message, exactement ce qu'il pense de vous, exactement ce qui lui manquait, exactement ce qu'il croit mériter. Éléanore n'a pas fait cela depuis une position de force et d'indifférence. Elle l'a fait depuis une position de blessure, de 30 ans d'invisibilité accumulée, du calcul froid et lucide qu'elle avait une opportunité de se protéger et qu'elle allait la saisir à deux mains. Elle avait été invisible pendant des années. Elle avait été sous-estimée pendant des années. Elle avait géré leurs finances avec une compétence que Richard avait cessé de remarquer depuis si longtemps qu'il en était venu à croire que les comptes se géraient d'eux-mêmes. Elle avait maintenu, à travers tout cela, la discipline d'attendre, pas pour la vengeance dans aucun sens émotionnel, mais pour le moment où la situation se serait suffisamment développée pour qu'elle puisse agir avec une protection légale complète et une documentation complète, quand le piège aurait été construit jusqu'à ses bords et qu'elle n'aurait plus qu'à le refermer. Richard croyait jouer à un jeu avec une mannequin de 25 ans à Miami. Il jouait à un jeu avec Éléanore. Il ne savait simplement pas que le jeu se déroulait, ce qui est précisément pourquoi il l'a perdu aussi complètement. Il y a des personnes dans nos vies qui observent, qui écoutent, qui se souviennent, qui nous comprennent avec une précision et une profondeur dont nous n'avons pas conscience, parce que nous avons cessé de leur prêter attention bien avant qu'elles ne cessent de nous prêter attention. L'adversaire le plus dangereux que vous rencontrerez jamais n'est pas un étranger. C'est quelqu'un que vous avez sous-estimé pendant 30 ans, qui sait tout sur vous et a eu très longtemps pour réfléchir à ce qu'il fera de cette connaissance. Richard Calloway croyait vivre un secret. Il était le personnage principal du plan de quelqu'un d'autre. Et Éléanore prit ses clés, sortit par la porte principale d'un appartement dont elle n'avait plus besoin et ne se retourna pas. C'est ça, je crois, la définition de gagner.